Bonjour à tous. Heu, alors c'est Pablo, responsable des conférences du campus. Philippe va se reconnecter. Voilà, il y a eu un petit problème, technique, donc ne restez bien là. Philippe va arriver pour la conférence. C'est les problématiques du live, donc donc voilà, je vous remercie pour, votre compréhension. Et donc il va arriver. Je vois que ça se connecte. Donc bonjour à tous, bienvenue. Voilà, Philippe arrive et donc il va pouvoir réactiver son micro. Donc merci, hein, pour votre patience. Philippe, Et bonjour à tous, désolé, je suis sur mon téléphone, j'ai un problème technique. Vous m'entendez ou pas? on vous Est-ce entend que vous Philippe. m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Philippe. Ah, ok, ok, très bien. Bon, j'essaye en parler de me remettre sur l'ordinateur, mais je ne sais pas pourquoi, ça marche pas. Bon, eh bien écoutez, ça s'appelle le changement, l'agilité. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si je vais arriver à voir le chat, je l'espère. Euh, D'où est-ce que vous êtes connecté ce matin? Moi, je suis en Normandie. Donc, bonjour de la Normandie. Alors, le chat, où est-ce que je vais trouver le chat? Voilà, si c'est bon. Ok, c'est bon. Bonjour de Paris, Pascal, Marie, Virginie, Juliette, Muriel, Hervé, Elisabeth, Clairfond, Nicolas, Muriel. Bon, super, ça marche. Alors, je vais naviguer entre le chat et les slides. Alors, ce matin, on va parler toujours dans les transformations, sur les étapes pour devenir expert en conduite du changement. La conduite du changement est quand même un métier qui est en train de, je ne sais pas si on peut dire exploser, mais en tout cas de beaucoup croître. Donc maintenant, comment s'y former, comment s'y préparer? On va aborder ce sujet ce matin. Peut-être un élément sur le pourquoi je fais ça en fait. C'est important, moi je trouve, en fait, de poser un peu les choses sur quoi on fait les choses. Moi, je porte une vision sur les transformations éthiques, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur les transfos et il y en a beaucoup, beaucoup qui fonctionnent mal, voire très mal. Et donc, avec un certain nombre de consultants, coachs et certaines organisations d'ailleurs, on a créé une association qui s'appelle Association for Ethical Transformation. Et l'objectif, c'est vraiment d'installer des transformations qui respectent ces 5 piliers, qui sont pour moi les 5 éléments clés qui permettent d'avoir des transformations qui fonctionnent correctement et surtout qui ont un sens profond. Hein, alors, je ne vais pas développer ici ces 5 piliers. Je vous invite à le découvrir, aller sur le mini-site si vous le souhaitez. Vous avez un groupe privé LinkedIn si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez également me contacter parce que j'ai toujours du temps quand il s'agit de parler de vision et de changer les choses. Alors, une première question, j'aimerais vous faire participer un petit peu sur c'est quoi les compétences vues de votre fenêtre dont on a besoin pour faire de la conduite du changement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais curieux de voir un petit peu les critères. L'écoute, ouais, je suis assez d'accord, l'écoute, on en a carrément besoin. Gestion de projet, oui, merci de le préciser, la gestion de projet est excessivement importante. L'empathie, ok, écoute active, empathie, humanité, ok, flexibilité, facilitateur, effectivement, c'est un rôle de chef d'orchestre en conduite du changement, donc la facilitation est importante. Orienté solution, visionnaire, pédagogue, co-construction avec les équipes, essentiel la co-construction. C'est un enjeu stratégique en conduite du changement. L'agilité, la résilience, oui, j'aime beaucoup ce mot résilience et je suis complètement d'accord. On va le voir un petit peu plus loin, il faut savoir être résilient. Le soutien à la hiérarchie est important. Adaptabilité, savoir fédérer, créativité, agile.
Co-responsabilité, oui, même si on est au service des sponsors. Donc bon, après, on est aussi co-responsable sur la manière de faire, ok. Éco-responsable, super, ouais, merci. C'est le 5e pilier de l'association. Intelligence collective, avoir un sponsor actif, ok. Le leadership positif, merci. Je suis ravi de voir le leadership parce qu'effectivement, je vais le développer. On a besoin de leadership quand on fait de la conduite du changement. Gérer l'ambiguïté, mesurer. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous mettez là. Et alors, comment est-ce qu'on va aborder ce sujet des étapes pour devenir expert? On va déjà commencer par faire un petit peu la distinction entre projet et conduite du changement. Derrière conduite du changement, on a souvent une vision un petit peu différente des choses. Donc, je voudrais poser la différence entre projet et conduite du changement. Après, on abordera les compétences et puis les questions à se poser. Hein, parce que je pense que s'il y a bien un métier sur lequel il ne peut pas y avoir un parcours standard, et ben c'est bien la conduite du changement. Parce qu'on va voir, il y a besoin de savoir-être, savoir-faire. Et donc, tout dépend de là où vous en êtes. Donc, je vais vous aider à répondre à ces questions pour vous. Alors, donc, quand on parle de conduite du changement, certains pensent transformation, certains pensent spécifiquement conduite du changement au sens où moi je l'entends et que je vais décrire là. Donc, je voudrais commencer par poser ça, en fait, la différence entre ce qu'est un projet et ce qu'est la conduite du changement. Quand on parle de gestion de projet, on parle de ce qu'on appelle le design de la solution, c'est-à-dire de quelle solution on a besoin pour le changement. Et je vais prendre un exemple avec un CRM. Si on a besoin de changer un CRM, la question qui va se poser, c'est quelles sont les caractéristiques dont on a besoin pour CRM, comment il va venir s'intégrer dans le système actuel, qui doit l'utiliser, comment il va être paramétré. Tout ça, c'est de la responsabilité de ce qu'on va appeler le projet ou le chef de projet. La conduite du changement a un rôle, en fait, bien spécifique. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'on va utiliser ce mot. Et c'est vraiment d'expliquer aux personnes qui sont impactées par ce changement le pourquoi de ce changement, de manière à avoir de l'adhésion, les faire adhérer, et puis derrière, les accompagner pour installer ce changement. Donc, ce sont 2 rôles distincts. Alors, dans beaucoup d'organisations, il n'y a pas de distinction, en fait. Donc, on va demander au chef de projet de faire la conduite du changement. Mais c'est néanmoins important, très important même, je dirais, de faire la distinction entre ces 2 rôles parce que ces 2 rôles peuvent être parfois, alors pas opposés, mais avoir des intérêts divergents. Et je vous donne un exemple très, très concret. Voilà, on veut installer un CRM. Moi, je suis chef de projet et en tant que chef de projet, je connais parfaitement les CRM, je connais parfaitement le système interne. Je sais que j'ai besoin de 2 mois pour préparer préparer le CRM. On se dit, allez, 1er septembre, monsieur le président, le CRM, il est connecté, il est installé. Et puis, si je prends ma casquette de conduite du changement, je vais dire au président, oui, mais attention, parce que le précédent CRM, on a eu des grosses difficultés. Donc, moi, j'ai besoin d'expliquer aux équipes pourquoi on a besoin de remettre un CRM alors que le précédent, il n'a pas marché. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils disent, bon, OK, on va le faire. Il faut que je les forme à ce nouveau CRM. Et ça, monsieur le président, moi, j'ai besoin d'au moins 5 mois. Au moins 5 mois pour préparer la mise en œuvre de CRM. Donc, il peut vraiment y avoir des intérêts divergents puisque le rôle du chef de projet dans beaucoup d'esprits, c'est de livrer une solution, alors que logiquement, ça devrait être que le changement soit complètement installé. D'où l'intérêt d'avoir 2 rôles distincts, surtout quand il s'agit de grands projets, pour avoir une qualité de gestion de projet qui soit élevée et également une qualité de conduite du changement qui soit professionnalisée. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est posé, je vous propose d'aller sur les compétences et on va retrouver un certain nombre de points que vous avez évoqués tout à l'heure dans le chat, mais que je vais souligner. Alors, je me rapproche parce que comme je suis sur le téléphone, je ne vois pas très bien. La première, je vais parler du leadership.
La conduite du changement, c'est vraiment un métier. J'utilisais le terme de chef d'orchestre tout à l'heure. On est vraiment un chef d'orchestre et en tant que chef d'orchestre, on a besoin en fait en permanence d'inciter, d'organiser, de structurer et d'embarquer en fait. Et que ce soit les populations impactées, le sponsor, le chef de projet, on a besoin de cette capacité à être un acteur ou un catalyseur d'un certain nombre d'actions. Et donc, pour cette raison, le leadership est un point important. Le deuxième, et vous l'avez bien identifié, hein, parce qu'on parlait d'écoute. Alors, pour moi, dans la communication, il y a l'écoute. L'écoute vient même avant la communication. Et alors, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des talents d'écrivain, parce qu'on peut trouver des ressources internes, mais quand même une capacité à interagir. Alors, idéalement, même avec du monde, parce qu'il y a quand même souvent des interventions avec du monde et communiquer auprès d'interlocuteurs très, très différents, c'est une compétence absolument clé parce que en tant que change manager, on va être assez central dans l'organisation avec des interlocuteurs très variés, donc avec des besoins très, très, très différents. La gestion du temps. Alors, la gestion du temps, c'est également un sujet qui est assez compliqué, en fait, en conduite du changement. Pourquoi? Parce que il y a une caractéristique importante en conduite du changement, c'est faire avec ici et maintenant ce qui se passe, en fait. Et on ne peut jamais prévoir à l'avance exactement tout ce qui va se passer. Donc, je voyais l'agilité tout à l'heure, et il y a un énorme besoin d'agilité. Un énorme besoin de se dire, bon, bah, tiens, on a prévu ça, pour telle raison, et ça a beaucoup de sens. Il faut passer par des analyses et un plan de conduite du changement. Mais après, il y a des événements qui se passent, qui peuvent être soit internes, soit externes, qui vont amener à faire des modifications. Et donc, cette gestion du temps et cette agilité est absolument fondamentale en conduite du changement. Dès lors qu'on applique un plan de conduite du changement de manière rigide, obligatoirement, on va dans le mur. Il y a en permanence besoin d'adapter ses priorités et son temps pour pouvoir intégrer ce qui se passe ici et maintenant. La gestion du stress. Alors, la gestion du stress est également un élément important et je vais essayer de vous prendre des exemples très concrets. Alors, j'en ai un qui me vient, c'est vous avez un projet stratégique qu'on vous a confié. Et puis, tout d'un coup, il y a un changement de sponsor. Alors, ce qu'on appelle le sponsor, c'est l'exécutif, le membre du comité de direction qui porte le projet, qui décide des ressources qui vont être allouées, financières et humaines. Et donc, changement de sponsor. Donc, un nouveau sponsor qui, lui, a des priorités tout à fait autres. Et cette configuration, le déficit de sponsorship est la première cause d'échec des projets. Donc, s'il y a un changement de sponsor et que ce sponsor n'est pas engagé, il y a un risque d'échec qui est extrêmement important. Voilà, donc vous avez ce type d'exemple-là. Vous pouvez avoir, quand il y a des annonces sur des changements un petit peu compliqués, il peut y avoir des réactions assez vives des équipes. Et pourtant, c'est très, très, très important. Et vous mentionniez l'écoute à juste titre. Il est essentiel d'écouter même si ce sont des difficultés, et écouter les difficultés a beaucoup de sens. Et si vous vous retrouvez devant 50, 100 ou 200 personnes qui disent ouais, ce changement, il amène ci, il amène de l'inquiétude, etc., il faut pouvoir gérer ce stress. Donc le stress est quand même relativement présent dans les missions, dans le contexte de conduite du changement. Alors, la capacité d'adaptation, on l'a mentionné déjà au travers de la gestion du temps, de l'agilité que vous évoquiez à juste titre, c'est permanent. Voilà, donc si vous aimez la stabilité, surtout ne faites pas de conduite du changement parce qu'on passe son temps à s'adapter, à changer les priorités. En tout cas, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Et puis, il y a une dernière thématique qui est en lien avec cette capacité d'adaptation, c'est la résolution de problèmes.
La résolution de problèmes, elle va se faire en fait à différents niveaux. Parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du sponsorship, hein, que j'ai évoqué à l'instant. Il peut y avoir des problématiques au niveau projet. Par exemple, il y a un trou dans la raquette. On lance un changement qui peut être le CRM, et puis on se rend compte qu'il y a un élément qui n'a pas été pris en compte. Et comment on gère ça? Voilà, comment on gère ça avec l'équipe projet? Ou alors, on lance le CRM auprès d'une population relativement sensible parce qu'il y a un historique négatif sur ce genre de projet. En plus, il y a eu 3 lancements de produits sur ce périmètre. Donc, ils sont en saturation. Et là, comment on fait? Voilà. Est-ce qu'on maintient la pression pour que le CRM s'installe ou est-ce qu'on se dit, bon, tiens, là, ils sont en saturation, il y a cet historique-là, donc finalement, on va décaler la date de lancement pour ce périmètre-là. Voilà. Donc, en permanence, en fait, il y a des questions qui peuvent être assez touchy, qui vont se présenter, qui font qu'on a besoin de, voilà. Soit, alors en général, on décide pas, en fait, en change management, on décide pas beaucoup seul, en fait. Mais le sujet, ça va être de quels interlocuteurs j'ai besoin pour arriver à avoir une décision qui soit pertinente par rapport à la problématique. Et ça, hein, vous le mentionniez d'ailleurs, la facilitation est une compétence vraiment, vraiment clé en conduite du changement. Alors, je regarde en même temps, je fais un petit tour sur le chat. OK. Alors, donc au final, en fait, si on regarde bien, on a deux dimensions qui sont distinctes, aussi importantes l'une que l'autre, hein, on fait pas l'un sans l'autre, c'est à la fois du savoir-faire et puis du savoir-être. Alors, en compétences techniques, et j'étais ravi de le voir tout à l'heure, il y a quand même besoin au moins d'un vernis sur la partie projet. Il y a besoin d'un vernis sur la partie projet parce que la conduite du changement vient en aval du projet. C'est d'abord le projet qui va faire le cadrage et qui va définir ce qu'on veut, quel bénéfice ça va apporter, qui va structurer le projet. Et puis, juste après, vient la conduite du changement qui va venir à côté du projet. Mais si le projet est mal géré, vous pouvez faire la meilleure conduite du changement du monde, ça ne marchera pas. Donc, avoir un minimum de connaissances en projet permet de challenger positivement et d'améliorer, d'identifier des trous dans la raquette sur le projet. Alors, j'ai là je cite quelques approches. Vous avez PMI qui est très connu, vous avez Prince2. Nous, on a également créé une certification projet parce que moi, ça fait longtemps que je forme à la conduite du changement. Et en fait, ça fait des années que des participants me disent ouais, mais moi, ma connaissance projet est très faible. Quand est-ce que tu démarres une formation projet? Et puis, ça y est, on a décidé de le faire. On a préparé ça l'année dernière et on a une session là, la prochaine en septembre. Et c'est une formation sur 2 jours. Sur la conduite du changement, vous avez quelques référents. Alors, vous avez évidemment ProSci, la méthode américaine. Moi, j'ai formé plusieurs années sur ProSci, que je connais très bien. Vous avez Cotter et puis vous avez évidemment notre certification Acertare. Et d'ailleurs, sur quasiment chaque session, on a des certifiés ProSci qui viennent pour avoir une approche un petit peu plus pragmatique et plus accessible. Alors ça, c'est pour le savoir-faire. Voilà. Donc, vous avez vraiment besoin d'outils. Les outils sont importants, à la fois pour les outils et puis pour le langage commun. C'est très important dans une organisation d'avoir un langage commun. Et c'est valable, en fait, quelle que soit la thématique. À un moment donné, il faut poser une référence, dire, tiens, voilà ce qu'on va utiliser, et quand on utilise tel mot, ça veut dire ça. On a besoin d'avoir un langage commun quand on parle de conduite du changement. Et donc, la partie savoir-être, alors moi, je l'ai appelé agilité comportementale parce que je trouve que ça illustre bien, en fait, ce qu'on a besoin de faire en permanence en conduite du changement. Alors, vous avez pas un chemin idéal ou une formation idéale, justement parce que c'est du savoir-être. Donc là, tout dépend de là où vous en êtes.
Vous avez évidemment comme Profiles la méthode de mon ami Robert Weiss, qui est très très puissante en matière d'un point de vue communication. Vous avez les Liberating Structures, que je trouve absolument génial. Moi, je me suis formé aux 2 niveaux et c'est en 100 licences, c'est extrêmement puissant, mais en termes d'outils d'animation, c'est absolument extrêmement efficace. Vous avez évidemment la PNL, hein, des approches qu'on va trouver en coaching. Vous pouvez avoir la systémie aussi qui peut être utilisée en thérapie. PNL, systémie, l'élément humain. Vous en avez, bon, je n'ai pas mis l'analyse transactionnelle, mais vous avez évidemment l'analyse transactionnelle. Donc, vous pouvez soit suivre une formation de coach, évidemment, de manière transversale avec ces différents outils. Vous pouvez suivre une formation sur l'une ou l'autre de ces thématiques. Mais ce qui est important, c'est de travailler sur sa capacité à développer son agilité comportementale. Ça peut passer aussi par un travail sur soi. Moi, personnellement, je suis passé par cette étape, et puis je continue d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais terminé. Et je dois reconnaître que cette qualité de présence ici et maintenant et cette qualité d'interaction, c'est vraiment un élément fondamental pour être un bon change manager. Alors, question. Quel est le plus grand danger pour un change manager? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de danger quand on fait de la conduite du changement? Il y a un énorme point de vigilance, absolument énorme. Et je le souligne parce que je le vois souvent en fait. De faire à la place et décider à la place. Ouais, génial. Merci Elisabeth. Alors, c'est pas ce point-là, mais c'est un excellent point parce que je l'observe souvent. Effectivement, le change manager est un chef d'orchestre et il décide pas en fait. Il permet la décision et c'est un très très bon point. Merci de le souligner. S'éparpiller, Sylvie. Oui, ça peut effectivement être un risque de s'éparpiller. C'est pas celui que j'avais en tête, mais c'est tout à fait exact. Que le chef de projet gère mal le projet, ah ouais, alors ça c'est un énorme risque. Et pour être très honnête, moi dans 9 cas sur 10, il y a des choses à revoir sur la partie projet ou en tout cas des points de fragilité qu'on va souligner quand on fait le change, puisque la première étape de change, c'est justement le regard sur le projet pour voir s'il y a des trous dans la raquette. Il vaut mieux le faire dès le départ. Résistance au changement, objectivité, neutralité, oui, alors ça c'est très important, c'est un très bon point aussi, et c'est important de ne pas juger, d'accueillir ce qui se présente, et c'est pas parce qu'on accueille ce qui se présente qu'on est d'accord, hein. C'est pas parce qu'on écoute qu'on est d'accord. Alors ne pas écouter les autres, ah ouais, alors ça c'est catastrophique, vouloir aller trop vite, complètement d'accord. Il faut aussi respecter le temps humain, et le temps humain quand il y a notamment des gros changements, eh ben, il faut du temps. Il faut du temps pour que les gens comprennent, adhèrent et s'engagent. Brûler les étapes de la communication. Non-alignement à la culture d'entreprise. Génial. Alors, en fait, c'est génial parce que avec cette question, moi, j'ai un élément en tête que je vais vous partager. Et puis là, vous dites des choses qui sont complètement justes et donc qui montrent aussi que le change est un sujet qui est pas si facile que ça. D'être inclus trop tardivement dans le projet, génial, complètement d'accord. C'est souvent beaucoup trop tardif quand on arrive au go live, c'est-à-dire au lancement effectif. Bon, au fait, comment on va communiquer? Normalement, le change, on le commence dès le démarrage, en même temps que le projet, ou dès que le cadrage est fait, en tout cas. Ne pas voir les freins. Effectivement, être sous le chef de projet, excellent point également, Nicolas, je suis complètement d'accord. Malheureusement, en fait, c'est un peu comme le marketing et les ventes. Il vaut mieux que le marketing et les ventes soient l'un à côté de l'autre parce que ça amène une confrontation positive et de l'enrichissement. Alors que si le change dépend du chef de projet, le change il va difficilement confronter intelligemment le projet. Mal analyser la situation, ça c'est sûr. Ne pas ramener l'intérêt du projet dans le quotidien de chaque acteur
essentiel effectivement à faire. Ne pas être en contact direct avec le sponsor. Oui, c'est génial, en fait, vous allez faire le cours avec moi. Ne pas avoir de contact direct avec le sponsor, c'est un énorme risque, énorme risque. Ne pas impliquer les équipes, alors ça c'est effectivement, Marie-Cécile, c'est une catastrophe. C'est essentiel, hein. À nouveau, le change manager est un chef d'orchestre. Être directif, la directivité, effectivement. Alors, j'ai envie de relativiser quand même être directif, parce que c'est justement un élément, une qualité que doit avoir un change manager. Et je ne l'ai pas mentionné, mais je vais le mentionner tout de suite. C'est la capacité à changer de posture. Posture haute et ce qu'on appelle posture haute et posture basse. Alors, ce qu'on appelle la posture haute, c'est justement être directif, mais directif ne veut pas dire rigide. La posture haute, ça va être de définir le process, par exemple, de dire, ben voilà comment on va faire. Donc, on peut être directif sur la manière de faire et on doit souvent être directif dans la manière de faire, notamment pour accompagner un sponsor. Un sponsor va plutôt, en général, aimer qu'on lui donne des éléments clairs à faire, plutôt que de devoir les trouver par lui-même, ce qui ne fera jamais bien, jamais. Et la posture basse, qui peut être de poser une problématique et de dire, bon, ok, on a cette problématique, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et de vraiment laisser les autres amener la réflexion et puis la décision. Et effectivement, Nicolas, on ne peut pas faire de standard. On peut avoir une méthode standardisée, mais on ne peut pas faire de standard parce que ce qui prime, c'est le ici et maintenant et cette capacité à adapter sa posture au quotidien. Alors, le plus gros danger, en fait, mais qui recoupe certains éléments que vous avez évoqués là, en fait, c'est l'ego. C'est l'ego. Si vous avez un ego trop prononcé, eh ben, vous ne saurez pas écouter, ou en tout cas pas assez écouter. Le risque, en fait, c'est aussi de ne pas accepter ou pas se dire, bah, tiens, là, en fait, ce n'est pas la bonne voie. Ça ne va pas marcher parce que finalement, il y a un indicateur négatif qui est arrivé ici, qui est arrivé ici. Donc, ce qu'on voulait faire comme ça, eh ben, on ne peut pas le faire. C'est l'ego quand on est avec un sponsor autocratique. Il y a des patrons autocratiques, des sponsors autocratiques qui vont avoir une vision des choses un peu, alors j'en sais rien, rigide, peu importe en fait, mais on peut ne pas être du tout d'accord et dire, bah, ok, bon, qu'est-ce que j'en fais, hein? Et donc, l'ego est très dangereux, en fait. L'ego est très dangereux en conduite du changement parce qu'on a vraiment besoin d'être très, très ouvert à ce qui se passe en dessous, par les équipes impactées, et puis au-dessus, dans l'équipe de direction. Et il y a besoin d'avoir cet alignement permanent. Et dès lors qu'on pense qu'on sait, dès lors qu'on veut que ça se passe comme ci ou comme ça, eh ben, on met le projet en risque. C'est très, très, très important de pas trop se projeter en se disant ça va se passer comme ça. On crée les conditions, on définit un certain nombre de choses à faire, et puis on laisse les choses se passer. Et il faut pouvoir accepter que ça ne se passe pas comme on le veut. Et ça ne se passe souvent pas comme on veut. Mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt du job, parce que il y a toujours de la nouveauté et il y a toujours de l'adaptation. Alors, maintenant, je vais vous proposer quelques questions à vous poser parce que je ne vais pas vous proposer un parcours type en vous disant, bah, tiens, petit 1, vous faites ça, petit 2, vous faites ça, petit 3, vous faites ça. Moi, ma conviction, en fait, c'est que vous devez choisir votre propre parcours, que ce soit au niveau, soit vous êtes consultant ou coach, soit vous êtes entreprise, mais dans l'un comme dans l'autre, c'est du sur-mesure, en fait. Ça ne peut être que du sur-mesure. Alors, quelques questions à vous poser. Quelle est l'ambition de mon organisation sur la conduite du changement? Il y a aujourd'hui encore des organisations qui n'ont pas d'ambition conduite du changement, c'est-à-dire qui se disent, ben non, en fait, j'en ai une en tête, je ne vais pas citer son nom, mais qui dit, et qui le dit, hein, le patron le dit,
Il dit, ah bah ouais, mais la conduite du changement, c'est au manager de faire ça. Voilà, c'est un non-sujet. Voilà, non-sujet. C'est la responsabilité des managers. Sur le fait de préparer les managers à ça, ben non, non. Donc, voilà. Donc, partez de la réalité. Si vous êtes dans une entreprise, c'est important de partir de cette réalité sur l'ambition de mon organisation sur la conduite du changement. Une autre question importante, c'est le niveau de maturité en projet et en conduite du changement dans votre organisation ou la vôtre, hein, évidemment. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a au niveau projet, là, j'ai travaillé quelques mois avec une grosse entreprise que je ne vais pas citer non plus parce que là, il n'y avait pas de standard projet. Pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout. C'était extrêmement hétérogène. Et puis, pas du tout de conduite du changement non plus. Donc, là, je travaille en ce moment avec une organisation publique. On crée un toolkit de change sur mesure et on a fait un workshop pour analyser leurs pratiques en projet. Zéro standard. Zéro standard. Donc, on leur a préparé un standard. Donc, c'est très important de partir de l'existant. Quel est le niveau de maturité en projet et en conduite de changement dans l'organisation? Ensuite, où est-ce que vous en êtes, vous, en fait, en conduite du changement et en projet? Et donc, en faisant bien le distinguo entre savoir-faire et savoir-être. Le plus compliqué, je ne vous cache pas, c'est le savoir-être. Hein, parce que le savoir-faire, acquérir des outils, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être la conscience de soi. La conscience de soi et la capacité à gérer les interactions, à gérer ses émotions, à faire avec celles des autres. Et ça c'est un vrai sujet de développement qui peut prendre du temps. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à la fois au savoir-faire, au savoir-être? Est-ce que j'ai cette capacité à changer de posture, à être dans une posture directive, mais directive sans brutalité, hein, on peut être directif, parce qu'il faut souvent d'ailleurs être directif, mais de manière fluide, de manière naturelle, et puis et une capacité également à m'effacer et à être en posture basse quand la situation le requiert. Question suivante, c'est mes velléités de développement pour l'avenir. Et là, vous voyez, je vous ai donné une définition, en tout cas, j'essaie de clarifier la différence entre projet et conduite du changement. Ben, vous pouvez faire le choix d'être à la fois sur le projet et la conduite du changement, c'est-à-dire vraiment de gérer les deux, ou alors de ne faire que de la conduite du changement. C'est deux approches différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein, mais c'est juste deux approches. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Et puis, si vous êtes dans une organisation, eh ben, ça va être comment on structure les choses en interne. Est-ce qu'on met le projet d'un côté, le change de l'autre? Est-ce qu'on fait une direction de la transformation? Donc voilà, moi j'accompagne pas mal d'organisations sur ces sujets-là aussi. Il n'y a pas il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas dire, tiens, il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Il y a différents formats possibles et qui dépendent beaucoup de la maturité, de la maturité actuelle sur ces sujets et surtout de l'ambition qu'on a. Ensuite, les moyens à votre disposition pour me développer ou pour vous développer. Alors ça, tout simplement parce que, puis j'ai un exemple concret relativement récent d'une entreprise qui dit, oh, la conduite du changement, c'est super important, il faut en faire, il faut en faire. Et puis quand il s'agit de mettre des moyens pour ça, pour avoir des ressources spécifiques en interne, qu'on va former et qu'on va animer, ah ben non, non, ça c'est pas possible. Voilà. Alors vous avez aussi vous avez pas mal de financements hein, possibles. Moi j'active notamment le FNE avec pas mal d'organisations. Notamment, en fait, le FNE est accessible pour les organisations quand c'est des projets de digitalisation ou de RSE. Et ça marche plutôt bien. Ça permet de financer des formations. Et puis, un élément également important, ce que je sais que nous sommes prêts à faire pour nous développer. Et c'est en lien, plus ou moins en lien avec les moyens, parce que ça peut être une question d'allocation de temps aussi, de dire, bah oui, à un moment donné, le sponsor ou les sponsors vont faire un choix d'allocation de temps
des équipes. Et il y a besoin de moyens pour la partie formation, accompagnement, mais il faut aussi la disponibilité des équipes. Et s'il n'y a pas la disponibilité, c'est compliqué. Voilà, donc c'est essentiel, moi je pense, de faire les choses sur mesure sur ce sujet-là. Si vous êtes coach ou consultant, de vous dire, ben voilà, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux faire. Et vous voyez, j'ai démarré ma conférence par mon why, parce que moi, c'est mon moteur, et tout ce que je fais derrière est en lien avec mon why. Et je vous invite à clarifier votre why si aujourd'hui il n'est pas complètement clair. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Et puis de partir de ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire, et puis ce dont a besoin le marché. Et puis si vous êtes en entreprise, c'est stratégie des petits pas. Quelle est votre ambition par rapport au projet et à la conduite du changement? Est-ce que vous avez vraiment beaucoup de projets de transformation, beaucoup de projets de changement? Et c'est ça qui va effectivement impacter la manière de structurer projet et conduite du changement. Et sur ces sujets-là, je peux vous accompagner. Voilà. Au final, peut dire, c'est que la conduite du changement, c'est vraiment un métier en tant que tel, comme le marketing, les ventes, et avec un enjeu, et vraiment je le souligne, c'est savoir-faire et savoir-être. Et plus compliqué, c'est le savoir-être, hein, c'est pas le savoir-faire. Même si à un moment donné, il faut que l'organisation décide, bah tiens, le standard qu'on choisit, c'est celui-ci, ou c'est un mix de celui-ci et de celui-là. Je l'observe assez souvent, c'est OK. Mais il faut du savoir-faire et du savoir-être. 2 étapes, moi, que je vous recommande. Clarifiez votre volonté de qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire projet et change ou est-ce que vous voulez faire que du change? Et ce sont vraiment 2 axes différents. Et puis, en fonction de là où vous en êtes, de déterminer ce dont vous avez besoin au regard des éléments que je vous ai présentés un petit peu plus haut. Voilà, je reviens. Alors oui, avant d'aller revenir sur le chat, prochaines étapes possibles qui peuvent vous intéresser. Si vous voulez vous professionnaliser, soit sur la partie conduite du changement, donc là en savoir-faire, soit en projet. Donc on a 2 certifications à venir. Donc une en conduite du changement 18-19, une en projet le 3-4 octobre. Mardi 11 juin à 9h, on fait une réunion d'information. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Je vais envoyer le replay par mail, donc vous aurez le lien. Et puis, si vous êtes vraiment côté entreprise et que vous voulez structurer une démarche de conduite du changement, je peux vous aider à évaluer la maturité en conduite du changement de votre organisation et puis définir la feuille de route pour pouvoir installer cette compétence ou en tout cas au moins la démarrer sur certains projets stratégiques. Et à ce moment-là, je vous invite à prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Voilà, la prochaine conférence, la conduite du changement, levier stratégique pour réussir les transfos. Alors là, on plongera un petit peu plus de manière détaillée dans ce qu'est la conduite du changement et comment l'utiliser. Et ce sera avant les vacances, mardi 9 juillet à 9h. Voilà, quelle heure est-il? Il est 9h40, donc on est pile poil on time. Si vous avez des questions encore, je serai ravi d'y répondre. Je regarde le chat. Apparemment pas. Alors, je vois Lego, oui. Oui. Ça, Lego, on en a beaucoup chez les sponsors. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci à tous. Excellente journée. Au plaisir de vous retrouver soit sur une prochaine conférence, soit la semaine prochaine sur la réunion d'information, soit au téléphone si vous prenez rendez-vous sur mon agenda. Voilà. Belle journée à tous et excellent week-end. À bientôt. Bye.